Ce vidéo représente le contenu d'une interview écrite que j'ai accordée à un ami qui devait préparer sa thèse de doctorat. Il m'a posé des questions pertinentes auxquelles j'ai fourni des réponses pertinentes. Naturellement, le plaisir fut mien d'accepter d'accorder l'interview à cet ami parce que je devais en quelque sorte faire le panégyrique de mon dernier ouvrage que j'ai composé autour de la présidence de notre nouveau président en Haïti. Il s'agit de Michel Joseph Martelly. Tout d'abord, je devais dire que le plaisir fut mien, et c'était la vérité. Et l'ami m'a demandé quel a été en quelque sorte le sujet du livre et d'où venait cette prolixité de ma part. Bon, je devais répondre que durant toute ma vie, j'ai toujours été une machine à lire en quelque sorte. J'ai lu beaucoup. C'était normal que, et c'est normal que je sois devenu avec le temps, ce n'est que justice, devrais-je dire, ou partie remise, que je devienne aujourd'hui une machine à écrire. Excepté que ce n'est pas rentable dorénavant, on ne lit pas, les gens ne lisent pas beaucoup. Par conséquent, il est difficile à un écrivain d'espérer de faire une vie, du moins de se faire une vie économique à travers l'écriture. C'est pourquoi je conseille toujours aux plus jeunes de lire toujours, de lire sans cesse, comme s'il n'y avait que le livre à les rendre heureux. Bon, l'ami avait pensé que mon nouveau ouvrage était en quelque sorte incliné à la controverse et que j'ai pris une grande chance d'écrire un pareil sujet. J'ai demandé naturellement pourquoi pas la controverse et pourquoi une chance. La controverse existe toujours et on prend toujours sa chance, on tente toujours sa chance de faire quelque chose de nouveau. Et les mécontents, par exemple, bon, l'essentiel, c'est que j'ai écrit le livre. Mon pays d'origine, Haïti, en a besoin. Et le personnage central du livre incarne une forte aspiration nationale. Qui voudra l'applaudir, l'applaudira de toute façon. Qui ne voudra pas, ne voudra pas. Et, par exemple, dans le temps, l'ancien premier ministre du président Préval a lancé un propos qui a fait beaucoup de sensations et qui a fait beaucoup de sens aussi. Elle a parlé d'obligation de résultats en un passé récent. Michel Martelly lui-même a parlé de devoir de performance quotidienne dans le discours de l'installation de son premier gouvernement. Je dirais que nous avons bien le devoir qu'il nous échoit d'aspirer au verdict du plus grand bien au plus grand nombre. C'est une nécessité historique maintenant à laquelle on doit faire face. C'est un beau discours national qui mérite l'attention et l'ouverture de toutes les consciences. Quant au mécontent, c'est le cas de dire que le mécontentement est le propre de l'homme, qu'il soit satisfait ou pas. D'ailleurs, l'ennui dans la perspective de cette psychanalyse n'est pas général parce que le président n'est ni nationalement ni universellement contesté. Le mécontentement en politique, malheureusement, plus chez nous que chez les autres, a toujours été un comportement sectaire. Par conséquent, il y aura toujours de mécontents dans toutes les entreprises de l'existence. C'est peut-être fortement personnel de ma part de penser ainsi, mais je pense que
Ce n'est pas personnel du tout. Ce n'est qu'une Le livre en lui-même n'est qu'une psychanalyse d'une apothéose sociopolitique hors de l'ordre commun autour d'un phénomène humain appelé Michel-Joseph Martelly. Serais-je pro-Martelly? Mon livre serait-il pro-Martelly? Non, contrairement à ce qu'on pense et à ce que vous avez formulé dans une question précédente, je n'ai pas écrit pour faire l'apologie d'un homme ou d'un gouvernement, ni vilipender considérément, mais celle d'une logique, une logique historique et d'une façon de penser qui se rapproche de la mienne. Je présente de préférence l'apologie d'une philosophie nationaliste dont j'ai fait mienne, qui est propagée plus que dans les actions que dans les verbes par Martelly et son équipe. Cette philosophie tient sa source dans bien des systèmes de gouvernement précédents qui ont fait de la volonté de développement durable d'Haïti un point de repère sociopolitique, une doctrine collective. Ils avaient simplement échoué parce que les circonstances historiques ne sont pas les mêmes tout le temps, mais ils avaient essayé. Et quand je dis ceci, j'ai à l'esprit non les gouvernements qui visaient à un développement élitiste et sectaire, mais un développement collectif, si ce n'est économique, mais humain, visant à la réparation permanente de l'homme et de la femme haïtienne. Aujourd'hui, Martelly incarne élégamment cette tendance. Je pourrais même ajouter d'autres exemples. Il faut avouer qu'Estimé, après Dessalines et Pétion, a été le premier à initier ce mouvement global régénérateur du spécimen haïtien. Les élites dans leur mentalité et la plèbe dans leur pauvreté absolue. Et aussi, Dessalines, pour tout ce qui a abouti au Pont Rouge, ses discours rageurs et revanchards, l'histoire retient qu'il a porté dans sa chair et dans son sang. Les stigmates de l'esclavage, c'était un homme en colère. Par conséquent, la réforme agraire initiée par lui, la saisie des terres des prétendus propriétaires pour les distribuer aux démunis, et plus précisément pour avoir voulu s'assurer de la permanence de notre souveraineté nationale et l'affranchissement définitif du spécimen haïtien fraîchement sorti de l'esclavage. Il était mal compris et terrassé partout et par tous. Même ceux-là qu'il prétendait défendre étaient seulement à demi humains et ne pouvaient pas comprendre. Pétion, pour avoir réclamé de Miranda et Bolivar la libération des Noirs dans les pays libérés par eux comme gage de son aide technique, logistique et économique. Pétion aussi pour le lycée de Port-au-Prince, considéré comme la première institution scolaire vraiment publique dans l'histoire du monde. L'histoire lui reconnaît une certaine bonté proverbiale pour avoir voulu assurer un petit bien-être au plus grand nombre. En un sens, Christophe aussi. Christophe représentait surtout une autre tendance vers le succès de notre indépendance. Il était plus monarque que n'importe lequel des deux précités. Je fais allusion à Dessalines et à Pétion. La gloire de Christophe doit être différemment appréciée et célébrée. Christophe était surtout bâtisseur d'empire, tandis que Dessalines et Pétion étaient au contraire des promoteurs d'armes. Et qui d'autre pourrait citer dans notre histoire récente, par exemple, Duvalier? Il a échoué à bien des points de vue, mais il a visé haut pour Haïti. Mieux qu'une belle élite et une masse crasseuse, mieux qu'une belle entrée et une arrière-cour miséreuse. Et il a voulu voir un peu de bien-être, du progrès même dans la mentalité d'une certaine catégorie sociale, ou de toutes les catégories sociales. Il y avait quelque chose à gagner dans son programme politique.
qui persiste toujours d'ailleurs et qui aboutit à la misère moderne que nous avons actuellement. N'est-ce pas que par notre égoïsme, nous tous paraissons pauvres? Là vient cette logique moderne qui allait chercher Nantelli dans les bosquets de la musique pour nous faire cette leçon morale. Duvalier a visé d'abord un consensus national et une logique utilitaire de gouvernement. Il a initié son dialogue bien avant la montée et la chute d'Estimé, un jeune intellectuel et technocrate. Je pense que l'exil puis la mort d'Estimé était la goutte de trop qui a basculé le verre trop plein du politicien, eu égard aux déceptions de l'homme connu et exprimé dans les sanglots d'un exilé, par exemple, et les œuvres essentielles, éléments d'une doctrine. Il devint acerbe, sévère et amer, un peu rétrograde par la suite, parce qu'il était forcé d'être un homme en colère. Il allait adopter cette politique dure qui était devenue la caractéristique principale de son régime. Il a échoué par une inadvertance commandée par les circonstances politiques, non contingentes, mais visqueuses chez nous. Il faut le reconnaître. Toutefois, il a initié un dialogue national qui pourrait avoir été constructif et productif. Qui d'autre? Aristide, par exemple, a voulu, mais n'a pas pu. Il a été lui aussi mis en colère et contraint à mal se comporter au Timon. C'est un peu notre histoire. On s'insurge toujours contre ceux-là qui réclament un peu de bien-être et de justice ou le plus grand nombre. Mais Matelier est aussi de leur rang. Oui, il est un philosophe politique à sa façon. Oui, philosophe avec une philosophie politique moins discrétionnaire, moins théorique, s'évadant de toute rhétorique vide. Donc, à mon humble avis, plus pratique, moins révolutionnaire dans les visées, mais plus pragmatique dans ses actions. En fait, il est plus révolutionnaire, c'est la trompette émeutière que cela a animé des mêmes tendances au développement durable du pays. Et permettez-moi d'ajouter au moment de finir que Martelly est en train de devenir le premier président de notre histoire et de l'histoire du monde à faire de la présidence une zone franche de bonne performance, une administration efficace. Il est non un dignitaire ravi, mais un fonctionnaire pétri. Je pense que quant au dernier mouvement de revendication, je pense que c'est déplorable. Et il y a même un étudiant qui a perdu sa main droite. Ça le rend encore plus triste, plus attristant. C'est déplorable aussi parce que le moment ne serait pas favorable pour qu'une échauffourée sociale et politique à envergure révolutionnaire. C'est incompréhensible qu'une démocratie ne se fasse pas sans revendication. D'ailleurs, ce sont les revendications qui en fait de nous des hommes libres. Mais chez nous, les revendications sous forme de manifestations ne sont pas techniquement coordonnées. On ne lance pas des gens dans la rue comme ça. Voir des étudiants sans consigne au préalable, sans une éducation de base pour faire face aux forces de l'ordre. On ne s'attaque pas impunément aux forces de l'ordre, aucune part dans le monde. Regardez ce qui s'est passé en Chine, pourtant une civilisation beaucoup plus avancée que nous. L'épisode de Tiananmen Square, par exemple, fut extrêmement scandaleux. Quoi donc après? La devise protéger et servir est un prétexte fort et ne concerne pas seulement les citoyens, mais aussi celui qui est assis au fauteuil. On doit aussi protéger son élection. Elle concerne aussi la Constitution, tout comme plus qu'on protège le territoire. Aussi, les forces de l'ordre devaient être immunes de telles erreurs, ne pas séparer les grenades des tubes de gaz lacrymogènes, par exemple. Il y a tout un ensemble d'erreurs graves à déplorer dans cette situation. Et les erreurs, on les déplore toujours trop tard, chez nous surtout. Ceci dit, que ma vision politique serait plutôt neutre, et se veut nationaliste et progressiste. Je ne me range sous aucune bannière basée sur des critères légers et des opinions inconsistantes.
le bonheur d'Haïti et la dignité de chaque homme et femme haïtien doivent enfin prévaloir. Quant à ma propre ambition politique, tout le monde en a, qui ne fait pas de la politique d'ailleurs, qui n'a pas une ambition politique quelconque. Je ne suis pas au-dessus de toute considération politique, mais une qui me garantirait une certaine latitude de pensée saine et d'action positive. Pas une fonction politique bien déterminée, mais une fonction à visage humain qui engagerait ma conscience individuelle et patriotique. Ce fut un plaisir pour moi de parler avec vous en ce sens et de contribuer en quelque sorte à travers mes propos et mes écrits à l'évolution de la situation politique chez nous. Merci bien. À bientôt.